Hi. Hello. Bonjour à vous qui nous rejoignez pour ce moment exceptionnel autour du Forum de la Petite Enfance organisé aujourd'hui à Equinox. J'ai le plaisir d'être avec le docteur Marie Fabre-Grenet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en pédopsychiatrie aussi, et puis pas du tout, mais on va le redire. C'est juste que j'ai mélangé mes mots, mais c'est pas grave. En fait, la spécialiste aujourd'hui autour de la petite enfance, le lieu dont on a parlé tout à l'heure, la Trappe-Rêve, les 1001 jours qui ouvrira à Châteauroux, c'est aussi un petit peu votre idée, et c'est aussi inspiré de l'idée de notre invité de marque aujourd'hui, Joshua Sparrow, que vous allez nous présenter, parce que c'est une longue histoire d'amitié que vous avez avec lui. Oui, ça fait 25 ans qu'on se connaît, j'ai calculé, donc ça ne nous rajeunit pas. Donc oui, donc moi je suis pédiatre. Je suis médecin directeur du CAMCEP des PEP 36 à Châteauroux. Et donc j'ai rêvé un lieu bienveillant pour les parents et pour les enfants, puisque ma spécialité donc c'est le développement précoce. Mais le développement en bébé, ça se développe pas tout seul, donc ça se développe en interaction avec l'environnement et principalement ses parents, qui sont là pour assurer sa survie et psychique et biologique. Et parfois, les conditions de vie vont bien abîmer ses parents et donc faire que ça va être très compliqué de devenir parent, d'aller à la découverte du bébé. Et du coup, je me suis formée au développement de l'enfant à Boston, donc là où vit Joshua Sparrow, donc chez le professeur Brazelton, qui est le premier à s'être intéressé au comportement de l'enfant comme un langage. Que dit le bébé, comment le bébé est partenaire dans l'interaction avec ses parents, avec l'environnement, quelle est la contribution du bébé à l'interaction. Et donc, parce qu'à la naissance, le bébé, il connaît sa mère, bon, un peu son père aussi, mais principalement sa mère quand même, parce qu'il a passé 9 mois dans le ventre. Et il est équipé pour aller la repérer dans l'environnement, parce que c'est elle qui est fondamentale pour assurer sa survie à tous les sens du terme. Et aujourd'hui, c'est une école. Brazelton. Ouais, donc voilà. Et donc Berry Brazelton, donc qui s'appelle Berry. Alors la petite histoire quand même, c'est que Thomas Berry Brazelton s'appelle Berry comme Berry, voilà. Parce que sa grand-mère était la petite fille de la duchesse de Berry. Et du coup, Berry a été élevé avec une grand-mère qui parlait français. Et du coup, et moi maintenant j'habite. Qui dit Marie. Ouais. Ce qui est quand même fou. Et du coup, et moi j'habite dans le Berry maintenant. Donc voilà, il y a une boucle qui s'est bouclée en tout cas dans ma vie. Et donc, j'ai appris à observer les bébés. Je suis devenue formatrice à l'observation du bébé. Et puis, j'ai continué à travailler avec l'équipe. Et Joshua, qu'est-ce que je vais te dire ? Que tu étais le fils spirituel de Berry. En tout cas, tu as été... tu as été dans le sillage de Berry, tu as travaillé avec lui, tu as écrit des bouquins avec lui, vous avez fait plein de choses, monté plein de projets ensemble. Et en tout cas, moi, je te connais depuis 96. Voilà, un colloque à Avignon, on a tous parlé ensemble et moi il y a des repères comme ça dans la vie voilà, donc c'est une amitié autour d'une passion commune et on se connaît depuis vraiment donc tout ce temps-là. Et moi je suis très admirative de Joshua qui n'est pas le clone de Berry Brazelton mais qui est quelqu'un qui a une pensée propre et originale et qui chaque fois que je t'entends parler je suis un peu baba d'admiration donc voilà je te mets la pression mais c'est quelqu'un voilà tu m'as toujours fait réfléchir, penser plus loin, penser avec cette bienveillance qui caractérise toutes ces personnes qui ont gravité autour de Berry, ce refus qu'on a d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'aller chercher derrière, d'aller chercher le meilleur du bébé, le meilleur des parents et de s'appuyer sur les compétences des personnes, sur sur ce qui peut permettre d'être fier de soi, d'avancer et de construire sur l'existant et pas de pointer les manques et les défaillances et enfoncer la tête des gens sous l'eau en leur disant là ça va pas. Mais voilà, et en leur faisant confiance. On en a beaucoup parlé au cours de cette journée parce qu'il y a des intervenantes, y compris dans les associations justement, qui ont cette approche. Et ça, c'est super chouette. Aujourd'hui, ça évolue. Merci Joshua d'être avec nous. On est ravis de vous avoir et de
pouvoir partager un petit peu avec vous aussi. Vous allez nous faire partager votre passion et puis vos recherches aussi. C'est intéressant aujourd'hui avec un grand thème assez générique mais très sympa que j'ai trouvé. L'enfant, la famille et la communauté. Pourquoi il faut un village pour élever un enfant, et cette notion de village, vous allez nous faire partager justement votre savoir et votre analyse là-dessus. Donc on est ravis, on vous laisse la parole et puis on échangera juste après ensemble. Il y a le petit décalage. Merci beaucoup, merci Marie Merci Marie de ton amitié et de ta confiance, et merci à tous ceux qui ont travaillé pour nous réunir ensemble et de tous ceux qui assistent cet après-midi. Je vais voir si je peux vous montrer mes diapos. Est-ce que vous les voyez? Parfaitement. D'accord. Donc, je voulais commencer avec une citation que j'ai sans doute mal traduite de Nelson Mandela. Il ne peut avoir une révélation plus claire de l'âme d'une société que la façon dont elle s'occupe de ses enfants. Et l'erreur, c'est autocorrect. Et ça, c'est peut-être plus apte pour les États-Unis qui ne s'occupent pas très bien de ses enfants que pour la France qui en fait beaucoup mieux. Et puis, nous allons mettre nos têtes ensemble pour voir quelle vie nous pouvons faire pour nos enfants. C'est une citation attribuée à Sitting Bull, un chef, je crois, des Sioux. Donc, je commence avec la vision du Centre Basleton, qui a son siège à Boston. Imaginez un monde dans lequel toutes les familles peuvent élever des enfants qui deviendront des adultes capables de faire face aux adversités, rendre plus fort leur communauté, participer dans la vie civique de façon constructrice, gérer les ressources de notre planète, et se réjouir lorsqu'ils préparent les générations suivantes d'en faire de même. Et quel est le travail de notre centre? C'est de restaurer la position des bébés et des enfants comme la première priorité de toutes les communautés et de toutes les sociétés. Et des fois, on me demande pourquoi la première. Je vais essayer de rapidement expliquer. C'est d'abord parce que les humains sont biologiquement dotés de cette capacité de s'organiser en unité sociale. Nous ne sommes pas les seuls, il y a d'autres espèces qui le font, mais c'est un de nos atouts en tant qu'humains. Et donc, ça nous permet d'améliorer les chances de reproduction de notre espèce et la survie des générations qui suivent. Donc, ce sont les bébés qui nous organisent et qui nous mobilisent. Et première priorité, parce que lorsque les bébés et les enfants sont la première priorité, tout le reste s'organise autour de leurs besoins pour la santé, le développement, l'éducation, le bien-être. Par exemple, il y a maintenant quelques décennies de ça, lorsqu'on faisait le premier centre nucléaire dans la ville de New York, on avait consulté Barry Basleton pour lui demander où est-ce qu'on devrait mettre ce centre nucléaire, et puis il disait, il ne faudrait certainement pas le mettre entre les crèches et les lieux de travail des parents, parce que les parents ne vont pas suivre les consignes d'évacuation si jamais il y a un cas d'urgence. Ils vont passer droit devant le centre nucléaire pour chercher leurs enfants. Donc, quand je dis tout le reste s'organise, je veux dire vraiment tout le reste s'organise. Et puis aussi, la première priorité, parce que l'avenir devient plus clair pour nous, pour eux, pour leurs bébés et pour les générations qui les succèdent. Lorsqu'on commence à partir des besoins des bébés. Et pourquoi restaurer? Ça veut dire en fait qu'il y a eu des endommagements. C'est parce que des forces puissantes, souvent méconnues, cachées, peuvent accabler les forces biologiques évolutionnaires dont je viens de parler brièvement, qui guident les activités humaines où on utilise nos capacités sociales pour qu'on puisse nous reproduire et pour que nos enfants puissent fleurir. Donc voilà, il y a par exemple les pressions qui pèsent sur les familles. Je vois plein d'erreurs français, excusez-moi. Les exigences croissantes du travail
C'est peut-être encore pire aux États-Unis qu'en France parce que il y a quand même des protections encore en place en France pour les familles. Les changements des structures familiales, l'isolation accrue des familles, et c'est en partie à cause des exigences du travail, les défis économiques agrandissants. Et là aussi, c'est peut-être plus le cas aux États-Unis, l'affaiblissement des institutions d'éducation, de santé et des services sociaux. Et puis l'érosion des traditions familiales, des voisinages, des liens communautaires. Et je ne peux pas dire que toutes les traditions familiales font forcément du bien aux familles ou aux bébés, mais quand ils sont remplacés par les impératifs des grandes entreprises, des corporations, ce n'est pas mieux. D'autres menaces au développement qui fait qu'on a besoin de restaurer cette première place des bébés, c'est le déplacement des cultures familiales par les cultures commerciales, comme je viens de dire, les injustices sociales et économiques, encore une erreur de français, et aussi les conflits internationaux, interethniques qui créent des cycles qui se perpétuent eux-mêmes intergénérationnels de peur, de haine, de conflits et de traumatisme. Et puis, il y a les changements climatiques, la dégradation environnementale qui fait en plus des migrations qui séparent les gens de leur soutien familiaux, de leur communauté, de leur culture. Et puis, il y a les risques et les opportunités de la globalisation et de la technologie digitale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez très bien de quoi je parle. Donc, pour ne pas être trop désespéré, je voulais vous rassurer qu'il y a quand même en nous de quoi nous appuyer pour ces changements pour lesquels nous tendons. Donc là, je vais essayer de vous montrer. One way to make a baby cry is to expose it to... Est-ce que vous entendez l'audio là? Oui, oui, très bien. It's not just crying. We also know that if a baby sees another human in silent pain, it will distress the baby. On sait que si un bébé voit un autre humain en détresse, le bébé ressent cette détresse aussi. It seems part of our very nature to suffer at the suffering of others. We know that young babies, as they become capable of moving voluntarily, will share. Ça fait partie de notre nature humaine de souffrir à la souffrance des autres et que dès tout petits, les bébés ont une tendance naturelle à partager ce qu'ils ont. Will share food, for instance, with their siblings and with kids that they're around. They will soothe if they see somebody else in pain. Even the youngest of toddlers will try to reach out and pat the person, maybe hand over a toy. Ils essaient de réconforter tout petit quand ils voient la souffrance d'un autre. There's some lovely studies finding that slightly older children are able to help others when they see somebody who's unable to fulfill a goal. Il y a des études qui démontrent que des enfants juste un tout petit peu plus âgés, et on va voir un enfant de 20 mois, veulent spontanément aider l'autre quand ils voient que l'autre n'arrive pas à atteindre son but. Seek out to come to their aid. So one elegant demonstration of this comes from a recent set of experiments where they take a toddler, put him or her in a situation where an adult is in some sort of mild distress, and see if the toddler will voluntarily help, even without any prompting. And they find that toddlers typically do. There seems to be some sort of impulse in us that's altruistic, that's kind, that's compassionate. Donc, il y a cette pulsion d'aider en nous, c'est inné, qui est plein de compassion. Et vous avez vu, cet enfant de 20 mois est allé aider l'adulte sans qu'on lui demande spontanément. Donc ensuite, je vais passer pour vous expliquer un petit peu sur ce que c'est ce qu'on veut dire par touchpoint. C'était traduit mal, je pense, dans la traduction du livre. On l'a traduit par point fort, mais c'est pas exactement ça que ça veut dire. Et j'espère que je vais pouvoir rendre ça plus clair. D'abord, on utilise ce terme pour dire plusieurs choses, et donc ça crée un peu de confusion.
D'abord, c'est une théorie du développement qui a par la suite des implications sur comment penser, comment faire, comment dire, comment être, comment faire notre travail, comment faire notre prise en charge avec les enfants et les familles dans tous les domaines qui les touchent, que ce soit les domaines de la santé, des crèches, de l'éducation, les services d'intervention précoce, les services sociaux, etc. C'est aussi une façon de faire la formation professionnelle et d'aligner les changements de pratique qui sont produits par cette formation professionnelle avec des changements correspondants dans les systèmes de soins pour qu'il y ait une cohérence entre les changements de pratique et comment les systèmes de soins s'organisent. Et maintenant, c'est aussi une communauté internationale d'apprentissage, de soutien mutuel et d'innovation. Alors, avant de passer à définir Touchpoints, pour vous dire pourquoi Brazelton a retrouvé ce besoin, et j'ai essayé de toucher sur ce besoin tout à l'heure quand j'ai parlé des pressions sur les familles et les pressions globales. D'abord, c'est de réaffirmer l'expertise des parents. Et je veux m'arrêter un peu sur ce point-là parce que dans nos formations professionnelles, on est souvent socialisé professionnellement pour d'abord s'occuper de notre expertise à nous et d'imposer notre expertise sur les parents. Et en deuxième ou troisième place, ou bien pas du tout, est-ce qu'on nous apprend et est-ce qu'on nous socialise dans nos formations à ouvrir un espace pour accueillir de part égale l'expertise des parents. Par exemple, Brazelton racontait l'histoire d'une mère qui allait chercher son petit enfant qui avait peut-être 2 ans à la crèche, et quand elle arrive, le bébé, dès qu'elle voit sa maman, alors qu'elle était, et l'enfant était très tranquille, dès qu'elle regarde sa maman, elle se met à pleurer et à piquer une crise. Alors, l'institut a dit à la mère, mais elle ne fait jamais ça pour nous. Et c'était vraiment pas la chose à dire. Elle aurait pu dire plutôt, c'est parce qu'elle a passé toute la journée à essayer de se contenir et de se protéger contre ce manque qu'elle a ressenti toute la journée pour vous. Et dès que vous êtes là, ça rappelle l'effort qu'elle a fait toute la journée pour se séparer de vous. Il y a autre chose à dire que de dire que nous savons mieux faire que les parents. C'est aussi pour réhumaniser les soins de santé, et je ne sais pas trop comment ça se passe en France. J'ai eu de très bonnes expériences ici et aux États-Unis, mais souvent on a l'impression d'être dans une machine infernale où il n'y a plus de contact humain, ou par exemple quand on arrive à l'accueil, on demande son nom ou son numéro de sécurité sociale ou ses papiers sans se regarder dans les yeux, sans s'accueillir. Je pense que en France, ça se passe peut-être un peu mieux, mais il y a une déshumanisation aux États-Unis et une commoditisation de tout le système de soins. Et si je vous en parle un peu des États-Unis, c'est parce que des fois, malheureusement, ce qui se fait mal aux États-Unis finit par être importé ailleurs. C'est aussi pour transformer les crèches et les écoles pour accueillir, inclure les parents. Et là, je vous ai raconté cette petite anecdote pour illustrer pourquoi il y en a besoin. Et le terme gatekeeping, ça veut dire cette façon des professionnels, que ce soit en santé ou en éducation ou en services sociaux, en fait, de d'écarter les parents, de dire on sait mieux que vous et vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas participer, vous ne pouvez pas faire partie. On n'est pas une équipe. Nous, on a notre expertise, nos champs de travail, et vous, les parents, vous allez rester en dehors.
Et puis, c'est aussi pour transformer les services pour la protection de l'enfant. Moi, j'ai travaillé pendant la plupart des années 90 dans le service psychiatrique pour les enfants à l'hôpital pédiatrique de Boston. Donc, je sais que j'ai vu, je crois, 3000 enfants et il y en avait beaucoup qui étaient maltraités. Donc, je sais qu'il y a certains cas où on ne peut que séparer les enfants des parents. Mais c'est très rare, en fait. C'est très rare. Ceux qui travaillent qu'avec ces parents-là peuvent finir par croire qu'il y a beaucoup plus. Mais c'est très rare. Mais trop souvent, on a recours à la séparation et même la termination des droits des parents plutôt que de voir où sont les forces dans les familles, de quel soutien ils ont besoin pour qu'on puisse faire ressortir les forces de la famille et où l'enfant n'est pas en danger, les aider à rester ensemble. Alors, pourquoi cette approche systémique? C'est une approche systémique, et je ne veux pas dire ça dans le sens de thérapie familiale où il y a des thérapies systémiques, etc. Je vais vous expliquer plus tard ce que je veux dire par ce mot-là. C'est plutôt pour parler de système humain, de système d'organisation de soins, etc. C'est en partie pour ramener notre attention sur les besoins, les atouts, les problèmes et les forces, et aussi les solutions définies comme telles par ceux qu'ils servent. C'est-à-dire de rendre plus horizontal nos rapports avec les gens avec qui on travaille, pour vraiment mettre au centre les atouts et les solutions qu'eux, ils voient, qu'eux, ils rapportent. Et c'est aussi pour retrouver le plaisir et la satisfaction personnelle dans un sens plus large dans le travail que nous faisons. Une approche systémique aussi pour synchroniser les cultures professionnelles, parce que nous avons médecins, assistants sociaux, éducateurs, etc. Nous avons nos cultures professionnelles qui sont souvent désynchronisées avec les cultures des familles avec qui on travaille. Et ça nous sépare aussi entre nos rôles et nos disciplines et nos agents, les centres, les institutions où on travaille. Et donc c'est aussi pour abattre les barrières entre nous dans nos rôles différents, nos institutions et les familles. Parce que avec cette désynchronisation des cultures professionnelles et les unes avec les autres et avec celles des familles, ça crée des prises en charge fragmentées et inefficaces. Donc, pour retourner à cette question, pourquoi réaffirmer l'expertise des parents, je veux lancer un concept qui vient en fait de Ronald Heifetz aux années 90, où il distingue entre les problèmes techniques ou simples ou compliqués et les problèmes adaptifs. Donc, les problèmes techniques, ce serait comme faire marcher une voiture ou même envoyer une fusée sur la Lune. C'est quand même des défis techniques ou mécaniques où on a un système, et c'est dans ce sens-là que j'utilise le terme système, il y a un système qui ont des pièces qui le constituent, et les pièces ont des interactions qui font que la machine marche. Donc tout est plus ou moins prévisible. On sait que si on enlève une pièce ou qu'une pièce est endommagée, qu'il va falloir réparer cette pièce-là, et on sait quels sont les résultats si on ne le fait pas. Mais dans un système complexe, comme une famille, comme une salle de classe, comme une crèche, comme un hôpital, par exemple, ou un CMPP, dans un système complexe ou un voisinage, c'est un système où il y a plein de parties constituantes qui sont en général des personnes, des gens, avec des forces comme les conditions physiques et environnementales, comme les cultures que les gens amènent, comme les ressources économiques, etc. Et ce que chacun apporte. Donc des systèmes qui se constituent par des pièces complexes humaines sont beaucoup plus difficiles à prévoir et à réparer
C'est-à-dire qu'on enlève une personne, on ne sait pas trop comment les autres personnes vont remplir le vide. On ne peut pas prévoir autant ce qui va se passer dans des systèmes humains. C'est vrai aussi des systèmes biologiques comme une cellule ou un organe, le corps humain. Ce sont des systèmes où les parties qui les constituent agissent les unes sur les autres de façon adaptive et plus imprévisible. Et je m'arrête là pour vous faire cette distinction-là pour dire que élever les enfants, c'est surtout une question adaptive dans un système complexe où ce qui résulte est imprévisible et on appelle ça émergente. On met ensemble le tempérament de l'enfant, les tempéraments des parents et des autres enfants dans la famille, leurs ressources culturelles, matérielles, les soutiens autour, etc. Et donc, savoir comment élever l'enfant, on le découvre à fur et à mesure. Il y a des données, il y a des repères, il y a des guides, mais il n'y a pas une recette, il n'y a pas un protocole fixe. Les solutions sont émergentes et à découvrir à nouveau avec chaque enfant. Et pour ceux d'entre vous qui ont eu plusieurs enfants, vous-même, vous savez très bien que chaque enfant demande, exige des comportements des parents différents que les autres dans la même famille. Donc, je me tâtais pour me demander, mais est-ce qu'il y a certaines activités techniques lorsqu'on élève un enfant? Certainement, il y en a. Moi, j'avais été en fait inscrite dans des crèches avant d'aller à l'école de médecine. Et donc, j'ai changé beaucoup de couches, beaucoup de couches de petits enfants de 2 ans. Et je me suis dit peut-être que changer une couche, c'est une activité technique. Mais finalement, même changer une couche, c'est pas technique, c'est adaptif. Et vous savez pourquoi? Ça dépend d'abord de ce qu'il y a dans la couche. Vous voyez, ça change tout. On peut pas, à 2 ans, les enfants, ils ont envie de courir, de bouger, mais des fois, selon ce qu'il y a dans la couche, il faut vraiment qu'ils restent tranquilles et allongés. Et des fois, c'est vrai qu'on peut les changer debout dans un bus, etc. Donc, ça dépend de ce qui amène ce qu'il y a dans la couche, dans ce système, mais c'est aussi l'âge de l'enfant, l'état de conscience, Marie dirait, de l'enfant. Est-ce que l'enfant est fatigué, au plein d'énergie, ou irritable, ou affamé? Ça change où et comment et dans quelle position on le fait et où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est dans un magasin? Est-ce qu'on est chez soi? Etc. Donc, même changer une couche, c'est un problème qui se résout d'une façon adaptive, émergente, selon tous ces contextes, toutes ces conditions à chaque moment. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de réaffirmer l'expertise des parents, parce qu'eux, ils sont là beaucoup plus que nous. Ils savent quelles sont les conditions, quels sont les contextes, le tempérament de leur enfant. Ils connaissent beaucoup mieux depuis beaucoup plus longtemps que nous. Et eux, ils vont avoir cette expérience cumulée de élaborer des solutions adaptives qui émergent selon leur contexte spécifique de qui cet enfant est dans ce moment de son développement et des autres membres de la famille et de ces autres, des autres éléments du système dans lequel la famille élève l'enfant. Le moment, le voisinage, la culture, les conditions sociales, les capacités des ressources ne sont que des exemples. Pourquoi réaffirmer l'expertise parentale? Donc, quand on comprend qu'élever un enfant, c'est surtout adaptif et pas technique, on comprend qu'on ne peut pas apporter aux familles des recettes ou des protocoles. On peut se joindre à eux pour créer un climat où c'est possible de découvrir ensemble comment ces moyens adaptifs vont être pour faire émerger le développement de l'enfant. Nos cultures professionnelles, encore une erreur de français, excusez-moi, nos cultures professionnelles surestiment l'universalité des théories du développement de l'enfant. On surestime parfois cette idée qu'il puisse avoir une science de comment parenter, et ça c'est peut-être encore un truc plus américain où on fait peut-être plus confiance à la technologie comme une solution à tout. Et on surestime peut-être aussi la capacité des institutions professionnelles et des systèmes à promouvoir un développement sain.
Donc, pour conclure cette petite partie-là, élever un enfant, c'est un processus adaptif, social, contextuel, culturel. Et le savoir local et les capacités communautaires sont parfois sous-estimés par les cultures professionnelles. Et donc, c'est là où on va puiser pour voir mieux comment on peut entrer en partenariat avec les familles pour soutenir le développement de leurs enfants. Alors, si en fait, élever un enfant est un processus adaptif, comme je dis, comment est-ce que les adultes, que ce soit, je vois plein d'erreurs, je m'excuse, comment les adultes apprennent-ils à être parents? D'abord, ce sont leurs enfants, leurs bébés, qui leur apprennent. Et Marie a parlé un petit peu des premières recherches de Brazelton sur le comportement du nouveau-né. Et il avait trouvé que dès le départ, dans les premières minutes, les premières heures de la vie, chaque bébé est un individu. Et c'est l'individualité du bébé qui va s'exprimer dans son comportement du moment à moment, qui va apprendre aux parents qui est ce bébé, de quoi a besoin ce bébé et comment agir pour élever ce bébé. Donc, chaque bébé entre dans le monde avec cette individualité qui va apprendre aux parents comment être le parent de ce bébé-là. Et encore une fois, si vous avez vous-même eu l'expérience d'avoir plus qu'un enfant, vous savez très bien que dès la naissance, un bébé suscite autre chose chez nous. Il y a aussi les traditions familiales. Qu'on les rejette ou non, on se base quand même vis-à-vis comment nous-mêmes on a été élevés. Et puis, Brazelton disait qu'élever un enfant, c'est un processus d'essai et d'erreur. On essaie quelque chose et puis on regarde bien pour voir comment ça marche. Et pour ça, on a besoin d'un soutien qui nous donne le courage de regarder nos erreurs en face. Si on se sent sans soutien et critiqué partout et jugé partout, on ne va pas oser regarder honnêtement et directement les erreurs qu'on fait quand on fait ces essais pour apprendre comment mieux faire par la suite. Et puis, on apprend à être parent dans les crises développementales qui sont ce qu'on appelle aussi les touch points. Et là, finalement, je vais dire un petit peu sur touch points comme une théorie du développement. C'est un moment, ce sont des moments dans le développement de l'enfant où on peut prévoir une désorganisation temporaire dans un aspect de son comportement, dans un aspect de son développement qui anticipe en fait un élan nouveau vers une nouvelle capacité. Donc, par exemple, ici, on voit que entre 9 et 13 mois, juste avant de marcher, la capacité de dormir toute la nuit est perturbée. Et puis même, l'enfant peut être plus irritable pendant cette période-là. Mais c'est une désorganisation dans ces aspects-là du développement de l'enfant qui ont été déjà mieux mis en place, qui anticipent en fait cette nouvelle capacité qui est la capacité de marcher. Donc, les touch points, ce sont ces moments-là du développement de l'enfant. Donc, c'est une façon de voir, d'anticiper ces défis prévisibles du développement qui rassure, qui est positif et donne de l'espoir. Mais quand on est au milieu de ces crises développementales qu'on appelle des touch points, il y a très souvent le conflit et le stress chez l'enfant, parce que l'enfant est frustré, moi je veux marcher, et vous voyez bien ces enfants avant qu'ils prennent le premier pas, ils se tiennent debout, ils essayent, ils bougent le long en tenant le bout de la table, et même quand ils prennent une première marche et puis ils tombent, des fois ils tombent en miettes, ils pleurent. Il y a aussi le stress chez le parent, parce que pendant cette période-là, si l'enfant se réveille tous les 3 ou 4 heures, ce qui est très typique, le parent est épuisé. Et en plus, si l'enfant avait déjà réussi à dormir toute la nuit, l'enfant se dit mais qu'est-ce qui ne va pas et donc ce conflit, ce stress chez le parent crée une vulnérabilité chez le parent
où les parents se disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que mon enfant ne va pas bien? Est-ce que mon enfant est malade? Ou est-ce que moi, je ne sais pas, je ne sais plus comment faire. Est-ce que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû? Donc, c'est un moment de développement où il y a une désorganisation temporaire chez l'enfant. Ça désorganise aussi les parents, toute la famille, et aussi les professionnels qui sont autour de la famille. Et les questions que les parents vont poser, c'est est-ce que mon bébé ne va pas bien? Est-ce que moi, je fais quelque chose que je ne devrais pas faire? Mais cette vulnérabilité, cette mise en question permet aussi un approfondissement des relations entre l'enfant et les parents et entre le parent et les professionnels qui soutiennent, qui sont autour, si on apporte de soutien sans jugement et avec l'encouragement. Donc, c'est là où c'est comme ça que j'utilise le mot systémique. Je sais qu'en France, on a tendance à penser que ça fait partie d'une école particulière de psychothérapie, mais là, c'est un autre sens complètement. Là, je parle d'une théorie systémique qui s'oppose aux théories de causalité linéaire, c'est-à-dire qu'une chose mène à l'autre. Donc, ça relève d'un réductionnisme scientifique et ça ne voit pas la complexité que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, qui ressemble plus à ça, un système complexe où il y a beaucoup de parties composantes qui, quand ils agissent ensemble, produisent des résultats qui sont impossibles à cerner complètement. Il y a une direction qu'on peut imaginer avec le développement de l'enfant, mais exactement comment et quand et où on va arriver, c'est pas entièrement prévisible, contrôlable. Donc c'est dans ce sens-là que j'utilise le terme de théorie systémique. Et je voulais aussi soulever ça parce que avant Brazelton, on pensait que les nouveau-nés étaient des tabula rasa, des boules de pâte à modeler, et que tout ce qui devenait, c'était en fait la faute des parents. Alors que, comme j'ai dit tout à l'heure, avec cette façon-là de comprendre le développement humain, on comprend que dès la naissance et même avant, le bébé agisse sur les parents autant que les parents agissent sur le bébé pour ensemble développer. Donc, ce n'est pas le cas que A mène à B, que A, c'est les parents qui causent les problèmes ou les merveilles chez le bébé, mais c'est que c'est un système familial où les uns agissent sur les autres. Et ça change notre rôle aussi, parce que touch points, ça veut dire un point du développement où on peut toucher dans le système familial pour apporter un soutien, parce que c'est un moment, comme j'ai dit, de vulnérabilité et d'opportunité aussi. Donc, voilà le système familial avec nous, le personnel soignant, dans le contexte des conditions sociales et historiques et dans le village qui contient ce système. Donc, le touch point développemental, c'est un moment de désorganisation pour l'enfant dans le service d'avancée par la suite qui désorganise les parents et les professionnels, et ça ouvre un moment particulièrement fort pour pouvoir entrer dans le système pour apporter un soutien, une compréhension plus profonde et un approfondissement des liens. Et ça, ce système familial dans lequel nous sommes, c'est aussi vu par la théorie de Uri Bronfenbrenner, qui était un théoricien du développement humain aux années 70, en même temps que Brazelton faisait ses recherches. Et c'est aussi notre façon de voir qu'il y a l'individu, les enfants, entre la famille, de l'école et de la communauté, ou bien une autre version, c'est l'individu, les relations, les institutions, la communauté, et puis les lois, etc., de la société.
Donc, c'est comme ces poupées russes où il y a le petit qui est dans le plus grand, qui est dans le plus grand. Et quand je parle de systèmes complexes où il y a des parties composantes qui agissent les unes sur les autres de façon émergente comme une famille, on peut aussi parler du cerveau du bébé, de l'enfant et de nous tous de la même façon. Le cerveau, j'avais dit tout à l'heure, des organes sont aussi des systèmes complexes. Et là, vous voyez les parties constituantes incluent les neurones. Et là, à la naissance, vous voyez les neurones qui sont pas très connectés les uns aux autres. Et à 16 mois, c'est un système complexe où ils agissent les uns sur les autres pour créer des liens. Et là, à 15 mois, on voit que déjà les neurones se sont connectés parce qu'ils se sont envoyés des signaux en fonction de la stimulation extérieure apportée par la famille, par vous, par nous, par l'environnement. Et à 2 ans, vous voyez la différence. À 2 ans, entre les connexions entre les neurones, qu'on appelle des synapses, et à la naissance. Donc, c'est pour vous faire voir les parallèles entre les systèmes complexes de la famille, d'une école, d'une clinique, d'un voisinage, d'une communauté, et puis des organes, du cerveau, de nos cerveaux. Et dans chaque cas, c'est merveilleux. C'est des parties constituantes qui savent comment entrer en relation, comment tisser des liens. Mais ce qui arrive après, ça va toujours être émergent, nouveau et avec des possibilités merveilleuses. Et je vous montre ça aussi, ce processus de connexion entre les neurones dans le cerveau, parce que c'est la base neuroscientifique de cette théorie du développement de touch points. Donc là, je vous montre des recherches de Charles Nelson qui ont été faites à la fin des années 90, où vous voyez chaque courbe montre une croissance de connexion entre les neurones à des moments différents du développement. La première croissance qu'on voit ici, des quantités de connexion entre les neurones, c'est à 4 ou 5 mois. La deuxième croissance de connexion entre les neurones qu'on voit, entre les neurones, c'est entre 6 et 9 mois. Et la troisième qu'on voit, où il y a tout d'un coup beaucoup de neurones qui se connectent ensemble, c'est entre 2 et 3 mois. Mais et donc, déjà, vous pouvez imaginer que le développement de l'enfant, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas comme ça. C'est abrupt, avec des hauts et des bas. Et ça, c'est l'idée de cette théorie développementale de Barselton. C'est qu'il y a des moments prévisibles où tout d'un coup, il y a des perturbations qui vont en fait ouvrir le chemin pour un élan en avant. Mais ce qui est important ici, c'est que chacune de ces courbes indique une croissance dans la quantité de connexion entre les neurones, les synapses entre les neurones, dans des parties du cerveau différentes. Donc, à 4 ou 5 mois, il y a tout d'un coup une poussée de connexion entre les neurones dans les parties du cerveau qui sont responsables pour la vision et pour l'ouïe. Et c'est logique parce que le bébé de 4 ou 5 mois, son travail, son agenda développemental, c'est d'apprendre aussi vite que possible par tous ses sens. Où je suis, qu'est-ce qui se passe? Donc, les réseaux neuronaux se mettent ensemble pour que l'enfant puisse rapidement être stimulé visuellement, auditoirement, pour apprendre qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là. Et c'est pour ça qu'entre 4 et 5 mois, il y a un autre touch point, c'est-à-dire un moment de désorganisation développementale prévisible. À 4 ou 5 mois, ce qui arrive, c'est qu'un bébé qui prenait bien le sein ou le biberon sans problème, arrivé à 4 ou 5 mois, tout d'un coup ne s'intéresse plus. Elle suce une fois ou deux, puis elle arrête, et puis elle regarde partout autour d'elle. Alors,
ça c'est, comme j'ai dit, une désorganisation dans un domaine de développement, mais c'est en fonction d'un élan, d'un avancement dans un autre. Mais pour le parent, pour la mère surtout, c'est aussi désorganisante parce qu'elle se dit, mais alors, qu'est-ce qu'elle a, mon bébé? Elle est malade? Ou est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que je ne fais plus assez de lait? Est-ce que mon lait n'est pas adéquat? Et pour une maman, bien sûr, c'est une question très profonde, ça. Est-ce que moi, je suis adéquate, en fait, en tant que mère? Donc, vous voyez la désorganisation chez l'enfant et chez la maman qui arrive poussée, en fait, par le développement biologique du cerveau. Et quel est le pas en avant qui va émerger? Eh bien, ce qui arrive quand les synapses dans les parties du cerveau responsables pour la vision se compliquent et se connectent, comme je vous ai montré tout à l'heure, là, la capacité de l'enfant de voir clairement s'étend de à peu près 20 cm à plusieurs mètres. Donc, vous savez bien qu'à la naissance, l'enfant peut voir plus clairement quand on le tient dans nos bras et l'enfant regarde fixement notre visage. Et c'est fait exprès parce que c'est la chose la plus importante à regarder pendant les premiers mois, c'est de regarder le visage de celui qui nourrit l'enfant. Mais entre 4 et 5 mois, avec cette poussée des connexions entre les neurones, ces parties du cerveau responsables pour la vision, le bébé est capable de voir plus loin clairement. Et donc, le bébé va commencer à découvrir son environnement et il est distrait. Il va perdre son intérêt pour le sein ou pour le biberon de façon temporaire parce que tout d'un coup, il a plein d'autres choses à regarder. Là, il y a une solution très simple pour cette désorganisation-là. C'est tout simplement de suggérer à la mère de nourrir l'enfant dans une place plus sombre où on éteint la lumière, où on ferme le rideau. Malheureusement, on n'a pas des solutions aussi faciles pour les autres touch points, les autres moments du développement qui désorganisent mais qui prévoient un élan en avant. Alors, qu'est-ce qui fait avancer le développement? Il y a au centre ces processus développementaux qui sont dépendants de la qualité de la relation entre le bébé et ceux qui sont autour, les parents, etc. L'attachement, bien sûr, la régulation de soi, l'autorégulation, la maîtrise, comme on dit dans l'échelle basse, la maîtrise des états de conscience. Et aussi la régulation mutuelle, ça veut dire la régulation qu'on crée ensemble, bébé et parents, ou bébé et autres adultes qui s'occupent de l'enfant, où ensemble on régule nos états de conscience, nos états d'activation. Et il y a aussi ce processus d'intersubjectivité où en fait, ensemble dans une relation, on crée autre chose qui n'est ni moi ni toi, mais quelque chose qui est entre nous. Mais tous ces processus-là de développement exigent une disponibilité émotionnelle de l'enfant, des parents ou de nous quand on travaille avec les enfants, les parents. Et vous connaissez peut-être la recherche que Bas de Tonne a fait avec Edtronic sur les tout petits bébés, mais sinon je vais vous montrer un vidéo très rapidement de ces recherches où vous allez voir un bébé de 8 semaines avec sa maman. Il y a 2 caméras, il y a une caméra sur le bébé, une autre caméra sur la maman. Et d'abord, on a dit à la maman de faire comme elle fait normalement avec son bébé. Et à un moment donné, que vous allez voir très clairement, on dit à la maman de se retourner. Et puis quand elle revient vers elle, on lui demande de ne pas réagir du tout, de rester complètement inanimé, immobile. Et vous avez, beaucoup d'entre vous avez sans doute déjà vu ce vidéo, mais je vous le montre quand même pour ceux qui ne l'ont pas vu.
What are you hidden? What are you hidden? What are you? On ne voit pas la vidéo, Joshua. What's that? Pardon. Je vais recommencer. Merci. Ouais. Il faut réactiver le partage d'écran. Voilà, super. Voilà. Serious? What are you hidden? What are you hidden? What are you? What? What's that? What's that? Boom, boom, boom. Oh. Oh yeah. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on voit bien qu'à 8 semaines, le bébé déjà initie la conversation avec la maman. What are you doing? Et il se retourne pour se calmer très brièvement et puis il revient pour initier ou relancer encore la conversation. On n'a pas vu, Joshua, ça a coupé, en fait, c'est sur une image fixe. Ah oui, ça a l'air de ne pas marcher. Bon, je vais renoncer parce que je pense que l'Internet ne veut pas vous montrer ça. Mais tout simplement, ce qui arrive, c'est que quand on demande à la maman de se détourner de l'enfant, et quand elle revient, de ne pas réagir, d'être inanimée et immobile, on voit que ce bébé de 8 semaines n'a besoin que de 11 secondes pour se rendre compte que ce n'est pas comme d'habitude. Ça ne se passe pas comme d'habitude. Et ensuite, ce bébé de 8 semaines va essayer tout un répertoire très élaboré. Déjà, pour essayer de séduire sa maman, pour l'encourager, pour relancer la conversation, pour qu'ils soient encore en contact. Donc, c'était pas au départ une simulation de la dépression ou de la préoccupation, mais c'était quand même une façon c'est une façon quand même d'imaginer pour les enfants dès le début de la vie l'expérience de l'adulte, du parent ou de nous qui s'occupent du bébé quand on n'est pas disponible, quand on n'est pas là. Et donc tous ces processus qui font avancer le développement dans la relation. Pardon, excusez-moi. Demande de disponibilité émotionnelle. Alors, je retrouve... mon diapo. Donc, qu'est-ce qui fait avancer Voilà, le développement, c'est, comme je disais, ces processus qui sont dans la relation, qui demandent la disponibilité émotionnelle de l'enfant, des parents, de nous. Et qu'est-ce que je veux dire par la disponibilité émotionnelle? C'est la capacité de deux êtres humains d'être présents authentiquement dans le moment. C'est la qualité de l'attention, d'être vraiment présent. Et on peut bien comprendre que bon, c'était impossible à faire ça constamment. Et dans la recherche électronique, il a démontré que tous les 3 à 5 secondes, il y a un moment où on décroche, où on ne fait plus attention, on n'est plus vraiment là. Et qu'en fait, le développement de l'enfant s'avance par cet effort de se retrouver quand tous les 3 à 5 secondes, on finit par décrocher pour faire attention à autre chose, être surstimulé, avoir besoin de se détourner pour se recueillir avant de rentrer dans l'interaction. Mais quand même, si plus longtemps et plus souvent on décroche, on n'est pas là, on n'est pas présent, on ne peut pas faire avancer ces processus d'attachement, de régulation entre nous et l'enfant, et de la régulation de nous-mêmes, ça veut dire de notre état
d'activité, d'humeur, etc. Donc, ça, c'est le schéma que Tronic a fait pour démontrer qu'il y a face à face le bébé et le parent, ces moments où on est présent de façon authentique, où on est au même niveau de stimulation ou d'excitement ou de calme émotionnel, et puis ces moments où on se décroche, où on est dans des états différents, et c'est là, dans la réparation, où on recherche comment réengager l'autre, où on apprend sur qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui arrive à l'autre, comment est-ce que je fais pour qu'on peut rentrer en communication. Donc, pour comprendre un enfant, pour se comprendre en tant que parent professionnel, il faut aussi cette disponibilité émotionnelle. Et les enfants agissent sur nous, comme j'ai dit, dans ce système, mais ils n'arrivent pas à nous montrer ce dont ils ont besoin et à changer comment nous on fait pour être dans ces systèmes d'une façon qui soutient leur développement si nous, on n'est pas disponible. Et qu'est-ce qui peut empêcher cette disponibilité émotionnelle? Eh bien, c'est l'isolement social, c'est un sens d'impuissance et d'aliénation qui fait qu'on se retire, c'est le stress accablant, et beaucoup d'entre nous l'ont vécu cette année, les dépressions, parmi d'autres, la toxicomanie, la violence domestique, quand notre survie est menacée, c'est difficile d'être là, présent, pour que l'enfant puisse agir sur nous et nous puissions agir sur l'enfant. Mais comment, devant tous ces défis de la disponibilité émotionnelle, comment est-ce qu'on peut retrouver cette présence pour entrer en relation avec l'enfant, avec les autres? C'est d'abord toute une étendue, toute une toile de relations qui nous aide à métaboliser les stress et qui fournissent la force qu'il nous faut pour apprendre de nos erreurs quand on est dans ce processus d'essai d'erreur avec les enfants. Et là, tout simplement, je veux dire que on voit bien que si on est isolé socialement et on est stressé toute la journée, on rentre chez soi et on est tout seul et on n'a personne à qui dire ce qu'on a vécu ce jour-là, on peut finir par vraiment cumuler un stress qui, quand on peut le faire partager avec d'autres qui écoutent, qui ont l'air de comprendre et qui semblent être concernés, ça allège quand même le poids du stress qu'on porte. Mais aussi, on a besoin d'un espoir, un espoir pour le développement de l'enfant. Si on croit que nous, on est tellement impuissants et tellement câblés qu'on ne peut rien faire pour avoir une bonne influence sur l'avenir de l'enfant, c'est difficile aussi d'être ouvert à être présent avec l'enfant. Et puis aussi, tout ça ne remplace pas les besoins matériaux, les protections concrètes de base pour la survie. Donc voilà les forces positives pour le développement des familles qui peuvent être soutenues dans nos rapports en tant que professionnels. On peut, nous, faire partie de cette toile de relations qui absorbe en fait et allège le stress. On peut renforcer quand on voit que notre travail, c'est en partie de réaffirmer la compétence parentale. On peut apporter un sens de compétence aux parents, surtout dans ces moments des crises développementales qu'on appelle touch points, où il se met en question eux-mêmes, il se demande eux-mêmes est-ce que je suis adéquate. On peut aussi créer des espaces où on peut faciliter les connexions entre les parents et d'autres parents et où ils peuvent ressentir leur capacité d'agir sur leur destin. On peut aussi soutenir la découverte ou l'intérêt ou la poursuite d'une conscience de sa propre identité culturelle et soutenir le sentiment d'une continuité identitaire. Et ça, il y a eu des recherches sur les peuples premiers au Canada et aux États-Unis où on a vu que ce sentiment de savoir qui je suis, d'où est-ce que je viens, qui sont les gens d'où je viens, protège contre la toxicomanie, l'alcoolisme et le risque de suicide.
Et puis après, on peut aussi faire partie d'un apport d'espoir. Donc, je ne sais pas si je suis arrivé à partager cette vision de devenir parent en relation avec l'enfant, mais aussi en relation avec d'autres familles dans une communauté, avec cette idée de système complexe où on est dans l'émergence. Et notre rôle, c'est pas forcément toujours de savoir mieux que les parents, mais d'apprendre ensemble, côte à côte, en équipe, où on partage des observations, où on partage ce qu'on voit et le sens qu'on en fait. On peut construire ensemble le sens de ce qu'on observe chez l'enfant. Et pour vous donner un exemple, quand nous travaillions à Harlem, Basseton et moi, on nous avait demandé de créer un curriculum pour les parents de 3 ans. Et on a refusé parce qu'on a dit que c'est une façon de renforcer le sentiment que les parents sont dépendants des autres et ne connaissent rien eux-mêmes. Donc on a dit, bon, on va créer un contexte, un processus de groupe où ils vont découvrir en eux leurs ressources. Mais on ne va pas venir comme ça de l'extérieur avec un curriculum qu'on va leur imposer. Donc, on est allé voir ce groupe de parents d'enfants de 3 ans et on leur a demandé comment les enfants de 3 ans développaient, comment ils voyaient ça, ce qu'ils savaient sur le développement des enfants de 3 ans. Alors au début, ils hésitaient parce que nous, on est venus avec nos étiquettes de Harvard, de médecin, etc. Mais petit à petit, ils se sont mis à parler et dans l'espace d'une demi-heure, 45 minutes, parce qu'on a écrit tout ce qu'ils ont dit, en fait, ils avaient créé le meilleur livre de texte sur le développement de l'enfant que vous pourriez espérer voir. Et parce que chacun ne savait pas tout, mais ensemble, de façon collective, ils savaient vraiment beaucoup. Ils ont bien vu ça, ils ont bien compris. Et il y avait un père qui disait, parce que c'était un programme qui obligeait qu'ils viennent le samedi matin pendant 14 semaines pour pouvoir après avoir accès à un programme pour leurs enfants. Alors un père disait, vous savez, quand j'ai entendu qu'il fallait que je vienne tous ces samedis matins-là, je me suis dit, mais vous êtes cinglés, vous ne vous rendez pas compte ce que c'est que d'élever un enfant à Harlem. On a besoin de samedi matin pour faire des courses, pour faire la lessive. Mais je me rends compte que c'est comme une thérapie dont j'ai besoin, dont tous les parents ont besoin. Et je pense qu'il voulait dire, c'était pas que nous, on faisait quoi que ce soit, sauf les rassembler pour qu'ils partagent ensemble les connaissances et les forces qu'ils avaient chacun. Et une mère a dit ensuite, et elle a regardé chaque parent dans les yeux, et elle a dit, mais ça c'est comme dans le temps où on élevait nos enfants ensemble. Et maintenant, imaginez que nous allons être ensemble jusqu'à la fin du lycée pour élever nos enfants ensemble. Donc, c'est une transmission non hiérarchisée et collaboratrice des connaissances qui a aidé à bâtir ce sens d'une communauté solidaire. Et ça, c'est une photo que j'ai prise à Guatemala, mais c'est un peu l'idée qu'il y a comme une tradition, les gens ont des lieux où ils peuvent se rassembler pour partager leur sagesse, leurs expériences, ce que leurs enfants leur apprennent, autant que leurs soucis. Et je ne veux pas romantiser ou glorifier ou idéaliser, je sais bien que ça ne se passe pas toujours bien dans les villages, mais c'est un lieu aussi qui a été beaucoup effacé par l'immigration et par le demande du travail et par les environnements construits pour les voitures et pour l'industrie, etc. Donc, pourquoi une approche systémique? Ça, c'est une photo que j'ai prise au Pérou, dans le Vallée Sacrée. Et le monsieur qui me montrait ce coin magnifique me disait que
les grands-mères et les grands-pères, les ancêtres disaient que les glaciers que vous voyez là étaient la source de la vie. Parce qu'en fait, l'eau qu'ils ont à boire dans la vallée dépend de l'eau qui provient de ces glaciers-là. Et si nous retournions maintenant à ce même endroit, les glaciers seraient presque disparus déjà. Et donc, on a besoin d'une approche systémique parce que nous sommes que des parties constituantes de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et on a cette interdépendance et chacun de nous agit d'une façon qui touche les autres d'une façon des fois prévisible et des fois imprévisible et des fois avec des conséquences constructrices et des fois avec des conséquences très destructrices. Donc, je vous laisse avec cette citation qui était attribuée à Chief Seattle. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'était en fait dans un scénario d'un film, dans un western d'Hollywood, mais enfin peu importe, c'est quand même une expression aussi de cette vision de faire partie d'un système plus grand que nous. Apprenez à vos enfants ce que nous avons appris aux nôtres, que la terre est notre mère. Ce qui lui arrive arrive aussi à ses enfants. Tout est lié, comme le sang qui lie une famille. Nous n'avons pas tissé la toile de la vie. Nous ne sommes qu'un de ces fils. Tout ce que nous faisons à cette toile, nous faisons à nous-mêmes. Ça, c'est Chief Seattle. Et puis, autrement dit, par un autre théoricien systémique, un être humain fait partie, limité dans le temps et dans l'espace, d'un tout que nous appelons l'univers. Il se ressent ses pensées et ses sentiments comme si séparés du reste. Une sorte d'illusion optique de sa conscience. Cette délusion est une espèce de prison pour nous, qui nous limite à nos désirs personnels et à notre affection pour les quelques personnes les plus proches. Mais notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion afin d'embrasser tous les êtres vivants et la nature entière dans toute sa beauté. Albert Einstein. Donc, je pense que c'est avec ça que je vous laisse avec ces deux dernières diapos. Notre rôle, c'est de tisser les liens avec et entre parents et enfants, entre les familles, entre les membres de la communauté. Et enfin, un peu pour revenir sur ce que je vous ai offert, de rappeler que ce qu'il faut pour que les parents puissent devenir ce qu'ils veulent être pour leurs enfants, c'est se sentir compétents en tant que parents, se sentir capable d'influencer la vie de leurs enfants, se sentir intégrés à une toile de relations qui soutiennent pour qu'on ne se sente pas seul, c'est-à-dire un village, se sentir lié à un passé où il y a un sens de continuité et de culture, et aussi l'espoir de pouvoir se lier et d'influencer l'avenir de ses enfants et de sa communauté. Voilà. On a envie de dire waouh, hein. Marie, vous m'aviez prévenu. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est passionnant, c'est très complexe en même temps. Et en même temps, on se dit c'est si simple finalement. Mais c'est pas si simple puisque vous avez parlé de théorie, vous avez parlé d'approches qui ne sont pas nouvelles. Et on imagine qu'il va y en avoir d'autres encore pendant des décennies, voire des siècles, à étudier aussi les comportements. On n'est qu'en transition pour le coup, mais il y a encore des mentalités à faire évoluer. Marie, vous le voyez justement en France aussi, par rapport à ces théories qui peuvent être plus développées dans d'autres pays. Bon, moi aussi, je suis un peu sans voix, je dois l'avouer, comme chaque fois que j'écoute Joshua. Alors moi, je dirais que je vais prêcher contre ma paroisse, entre guillemets. C'est-à-dire que je crois qu'aussi, il y a cette approche médicale, verticale du sachant. C'est-à-dire que, bon, je vais ramener ma petite pomme, mais parce que c'est ce que j'ai vécu.
Moi, j'ai appris avec des professeurs, j'ai appris à faire des diagnostics, j'ai appris que je savais des choses. Et donc, je travaille depuis 25 ans en CAMS, on va dire. Voilà, c'est-à-dire un CAMS, c'est quoi? C'est un centre d'aide médico-sociale et éducatif à Châteauroux pour les PEP précoces. C'est-à-dire c'est une communauté de personnes autour de la petite enfance où on est pluridisciplinaire, donc il y a plusieurs regards croisés qui sont dans le médico-social. Donc il y a un médecin directeur, mais après il y a des psychologues, des orthophonistes, des éducateurs, des psychomotriciens, et puis il peut y avoir des kinés, il peut y avoir des ergothérapeutes, enfin une assistante sociale, des secrétaires, et donc toute cette communauté en fait, qui avec chacun son champ d'expertise et sa propre sensibilité, on croise les regards et on essaye d'avoir cette vision un peu plus haute et un peu plus globale de l'enfant. Et donc, c'est vrai que une de mes premières réunions de synthèse en CAMS à Marseille, à l'hôpital, parce que, je dis, à un moment donné, cet enfant-là, parce que c'était un prématuré, il a besoin de psychomotricité. Et puis, il y a une psychomotricienne qui me dit, je ne suis pas d'accord avec toi, peut-être, mais en ce moment, il n'en est pas là. La maman, elle en est à ce stade-là et tout. Et j'ai fait un pas de côté. Et en fait, on est plus intelligent collectivement et dans la bienveillance. On a formé les médecins, en tout cas, à être... On sait, voilà. Donc, vous avez ça, vous faites ça. Et quelque part, on infantilise les gens et on est des sachants qui, quelque part, avec notre savoir, on rabaisse les gens d'une certaine manière. Et alors qu'en fait, moi, donc, de toute mon expérience de pédiatre et de médecin et d'étudiante et d'être humain, et de maman aussi, je pense que la vérité, elle est dans se parler d'égal à égal. Moi, ce qui a vraiment formalisé ce dont j'avais l'instinct, certainement, parce que sinon, j'aurais pas fait ça, c'était de Brazelton et sa vision qu'on ait fait une partie du système, c'est-à-dire que le bébé amène son énergie au système, les parents amènent leur énergie au système et leur contribution, chacun. Nous amenons quelque chose et on fait partie du système, et c'est ensemble où on avance et on progresse, et chacun a son rôle à jouer qui est aussi important que celui de l'autre. Et on apprend des parents, les parents apprennent de nous, et nous, les adultes, donc parents et soignants ou intervenants, on apprend du bébé. Et on apprend les uns des autres, et on avance et on grandit ensemble. Et c'est vraiment une autre façon d'être, une autre façon d'avancer ensemble et d'essayer de trouver un chemin commun. Parce que ma conviction, c'est qu'est-ce qui est bon pour ce parent-là, cet enfant-là, à cet instant-là, quelque part à la lumière de ce que je connais, parce qu'il y a peut-être des choses où je ne vais pas leur dire mettez les doigts de votre gamin dans une prise électrique, évidemment, mais en dehors de trucs très très caricaturaux, c'est vraiment qu'est-ce qui est audible, à quel moment, enfin, où en sont-ils dans leur existence, et surtout de ce que je disais tout à l'heure, on ne s'appuie que sur ce qui existe, et donc mettre en valeur les gens, leur donner confiance en eux. Et Josh, donc tu viens de rappeler donc tous ces fondamentaux, et c'est ce qui fait que la richesse et c'est ce qui fait qu'on est humain et qu'on fait du lien et qu'on est au-delà de nos compétences ou de nos savoirs. C'est quelque part on les a en backup, enfin derrière nous et en toile de fond, mais on est tous des êtres humains dans une toile d'araignée et une toile positive. Hein. Et on a donc. C'est là où c'est peut-être un petit peu difficile, où vous parliez justement de la formation que vous aviez, les obligations entre guillemets, où on vous dit il faut faire comme ça, c'est comme ça. Parfois on se dit oui, je vais un petit peu à l'encontre, enfin peut-être pas à l'encontre de ce que j'ai appris, mais il faut que je mette de côté une partie de l'enseignement que j'ai acquis pour pouvoir appliquer mon quotidien, l'humain, indispensable à faire ce métier et à appliquer les connaissances que j'ai apprises. Je crois qu'il y a, enfin moi, le mot qui me vient là, comme ça, qui émerge, je ne sais pas du tout réfléchi, c'est la confiance. Ouais. C'est-à-dire faire confiance. Alors, avoir un savoir et surtout pas être un fumiste, c'est sûr. Faire confiance, à maîtriser son savoir pour faire confiance à ce qui émerge chez nous, mais surtout faire confiance à l'interlocuteur en face. Et à partir du moment où on fait confiance aux personnes, elles commencent à se faire confiance en eux. Je crois qu'il y a beaucoup de parents qui ne se font pas confiance en eux parce qu'on arrive tous. Hein, et moi, j'ai été maman et j'ai aussi appris essais-erreurs. J'étais certainement un peu plus compétente à ma quatrième fille que ma fille aînée, ça c'est sûr. Mais
c'est les parents à savoir. Moi, quand un parent me pose une question, souvent c'est qu'il a la réponse. Et donc je lui dis, mais vous en pensez quoi avant d'assommer quelque chose, enfin d'asséner plutôt que de l'assommer, mais en même temps c'est un beau lapsus. Et donc on est là aussi parce qu'on a un lieu que j'ai un peu rêvé et qui va devenir une réalité, donc qui va s'appeler la Trappe Rêve. Donc la Trappe Rêve, ça va être ce lieu pour accueillir les parents qui est quand même partie de cette philosophie-là et qu'on a eu enfin, je ne sais pas, voilà, on nous dit qu'en ce moment tout va pas bien, hein, qu'il y a plein de choses enfin voilà, on a été assommés par la pandémie, par tout ça, et puis un jour on m'a dit, il y a un projet innovant, il y a d'appel à projet, rêve un peu, et puis bon, voilà, et m'appuyant sur tout ce que j'avais appris, et donc de l'expérience de Berry et de Josh à Harlem, mais aussi de ces 4 ans, parce que ça fait 4 ans donc je suis au CAMS à Châteauroux, et de tout ça, je me suis dit, un lieu comme ça, ça serait vraiment bien, où on pourrait penser autre chose avec ce pas de côté. Bon, évidemment avec une équipe juste incroyable, parce que ça n'existerait pas sans l'équipe de la Trappe Rêve, qui sont juste des personnes incroyables. Voilà, des humains qui passion sont tout au long de cette journée. De toute façon, il en faut de la passion. Mais qui sont, voilà, il y a la passion, il y a la compétence, il y a l'implication, et bon voilà, je ne les remercierai jamais assez parce qu'en fait elles mettent mon rêve en réalité, parce que bon, j'ai tellement de choses à faire que je suis pas forcément au quotidien tout le temps avec, mais je sais même plus ce que je voulais dire, vous voyez, je suis troublée. Mais donc voilà, c'est penser cette autre chose, faire ce pas de côté. Je crois aussi qu'il y a une chose, c'est que dans cette histoire, il y a faire disparaître son ego, parce que je crois vraiment qu'on est tous des passeurs, on est là pour faire advenir des choses et pour faire éclore des choses qui existent, parce qu'on va rien inventer, on va rien créer, on va juste permettre à ce qui existe d'affleurer, on va dire. Moi j'ai toujours vu des bébés, enfin voilà, j'ai quand même examiné beaucoup de bébés selon l'approche Brazelton, c'est-à-dire permettre de mettre les enfants dans les conditions, enfin les nouveau-nés surtout, dans les conditions de nous montrer tout ce qu'ils savent faire, et quand un bébé tourne sa tête vers sa mère qui l'appelle et tout d'un coup elle lui dit mais tu me reconnais, nous c'est évident. En attendant, moi le bébé qui reconnaît sa mère, on a l'impression que la femme tout d'un coup se dit mais il me reconnaît, donc je suis vraiment sa mère, et tout d'un coup la mère est éclos, et pour les papas c'est pareil, et pour l'environnement c'est pareil, et donc c'est tout cette petite toile subtile des interactions, des moments furtifs qui, si on passe à côté, vont peut-être disparaître, et puis ne plus revenir. Et voilà, saisir ces instants. Et touchpoint, c'est traduit en français par point fort. Point fort parce qu'effectivement, c'est des moments importants du développement. Mais touchpoint, moi, j'aurais dit moment d'effleurement, moment où tout d'un coup, on peut toucher le système parent-enfant et amener quelque chose dans ce système pour que ça tourne dans le bon sens. Plutôt qu'il y ait des cailloux qui se mettent dans la machine, que ça grince, que ça devienne compliqué, et qu'on s'ancre dans des choses un peu conflictuelles, et en tout cas qui désorganisent les parents, qui leur font éprouver un sentiment d'incompétence ou d'échec, et surtout des jeunes parents qui savent pas trop, qui tâtonnent et qui pensent toujours qu'ils vont faire mauvais, enfin qui vont se planter, alors que non. Pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est la perception finalement de ces points, en tout cas de ces moments, et le fait de les percevoir et pouvoir les verbaliser. Je pense que c'est ça aussi que Joshua nous a expliqué un peu. On va se tourner quand même un peu vers la salle s'il y a des questions que vous avez à poser à Joshua, parce que nous on pourra en avoir des millions évidemment. Ça pourrait durer 4 heures. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Hein. Donc en fait, vous êtes tous compétents. Ouais, c'est un peu ça. Donc il n'y a pas de questions bêtes. C'est des questions qui vont peut-être nous mettre un peu, nous interpeller. On ne saura peut-être pas répondre, mais ce n'est pas la question qui sera bête, c'est la réponse qui sera nous. Moi j'ai plein de questions bêtes évidemment, parce que je suis un novice dans la matière. Peut-être je voudrais rebondir sur 2-3 choses, enfin au moins un mot que vous avez utilisé, docteur, tout à l'heure. Plusieurs fois, et c'est un mot qu'on n'utilise pas vraiment en France, alors la traduction n'est pas toujours évidente, c'est le mot d'adaptif.
Et en fait, bah oui, parce qu'on pourrait avoir une interprétation qui n'est pas forcément la bonne, mais la façon dont vous l'avez expliqué, on a tout à fait compris. Oui. Et voilà, et je crois qu'en fait, vous l'avez illustré, docteur, tout à l'heure, en expliquant une approche qui est humaine, qui n'est pas une approche technique. Voilà, on peut apprendre des techniques, mais finalement, le quotidien vous fait comprendre que chaque personne est différente et donc il faut s'adapter. Finalement, j'étais pas loin avec mon lapsus de départ que je trouvais pas le mot pédiatre et que je vous ai lancé sur la psy. J'étais pas loin. Ouais, on pourrait dire adaptatif, mais encore adaptatif, c'est un autre connotation, je pense. Non? Qu'est-ce que tu en penses, Joshua? Oui, mais je suis content que vous retombez là-dessus parce que dans ce que vous venez de dire, j'ai voulu essayer de clarifier que cette façon comme tu disais, Marie, de mettre en arrière-plan nos connaissances, ça ne veut pas dire, il faut rassurer les professionnels qui ont travaillé très dur pour acquérir leurs connaissances et leur expertise et leur technique. Ça ne veut pas dire qu'on les efface ou qu'ils n'ont pas de valeur. C'est une question de quand est-ce qu'ils vont servir et quand est-ce qu'il faut construire ensemble une technique ou une solution. Donc, et des fois, c'est les deux. Et je dis ça pour essayer d'approfondir l'explication du mot adaptif ou adaptatif, comme je l'ai utilisé. Et je suis content que vous avez repris ça parce que c'est vrai que je rencontre qu'il y a tellement de possibilité de mésentente culturelle et linguistique. Et bien que ça fait vraiment très longtemps que j'essaie de comprendre cette langue et cette culture, je sais que je ne vais jamais vraiment comprendre. Donc, un exemple, ce serait la chirurgie. On a bien envie que les chirurgiens aient une connaissance technique et on n'a pas envie d'inventer ça ensemble avec eux, à moins d'être chirurgien soi-même. Donc, ce n'est pas du tout une question de dévaloriser ou mettre à part, mais ça dépend du moment et du besoin. Et pour rendre ça un peu plus compliqué, par exemple, si on a, enfin je dirais moi j'ai une fracture du bras, vous ne voyez vraiment même pas la cicatrice, c'est incroyable. Donc le chirurgien, il avait une technicité vraiment merveilleuse. Il avait un protocole, il savait exactement quoi faire, comment. Mais en même temps, quand il m'a ouvert pour réaligner les os, il ne savait pas exactement ce qu'il allait trouver. Ils avaient vu des radios, mais comment le tissu s'est fibrosé, comment ça s'est reconstruit autour, comment ça s'est recalcifié. Il ne savait pas ce qu'il allait retrouver. Donc, il fallait à la fois toutes ces connaissances techniques, mais il fallait aussi les expériences d'avoir fait des milliers, et j'avais choisi un chirurgien qui avait des milliers d'opérations de ce genre pour être prêt pour tout ce qui était différent, imprévu, individuel, pour après, quelque part, fignoler. Donc, c'est à la fois un appel de sa technicité, de sa connaissance technique, et aussi d'être là dans le contexte précis qui peut rappeler d'autres expériences, mais qui demande quand même une approche qui se rafraîchit selon ce qui est un peu différent là. Donc, je voulais surtout rassurer les professionnels qu'il n'est pas du tout question de ne pas avoir besoin de notre savoir et de notre expérience et de notre pratique, mais de savoir quand il a lieu d'être offert. Et l'autre chose que j'ai voulu dire là-dessus, c'est que en général, si on nous donne un conseil qu'on n'a pas demandé, on n'est pas très content. Et donc, dans cette approche Touchpoint, ce qu'on essaie de faire, en soulignant les ressources et les forces et les connaissances et les expertises des autres, de nos collègues, des parents, c'est pour qu'il y ait cette confiance et ce respect mutuel fort qui fait que les parents vont être plus en sécurité quand ils demandent un conseil. Et par le temps, des fois, ils sentent qu'il y avait quand même besoin des moments où il y a besoin de partager son savoir, son expérience, ses connaissances techniques ou non. Et dans ces cas-là, il a essayé de créer d'abord ce respect mutuel où les parents pouvaient se sentir en sécurité pour demander un conseil. Mais au cas où ils ne demandaient pas, ils demandaient toujours d'abord est-ce que vous voudrez
un conseil. Et c'est un tout petit truc de demander, mais c'est en fait, c'est un petit geste pour égaliser un peu la hiérarchie de pouvoir et de connaissances qu'il y a entre le médecin et le patient. On en parlait tout à l'heure avec les directrices d'école. C'est le côté on n'ose pas, en fait, quelque part. Parce qu'on se dit, ou je vais paraître un peu ridicule, ou on n'ose pas demander ce conseil, et on n'ose pas être finalement demandeur de choses parfois très simples. Et peut-être, vous, en face, c'est délicat de créer ce climat de confiance pour dire, vous voyez bien que vous pouvez me poser toute votre question et tout ça. C'est un peu compliqué. Moi, je dis souvent aux parents, il n'y a pas de question bête. La seule personne qui est bête, c'est celle qui ne sait pas répondre. Mais ce n'est pas celle qui a posé la question, parce qu'une question qu'on ne pose pas, quelque part, elle fait du vinaigre à l'intérieur, entre guillemets. C'est-à-dire, on n'a pas de réponse et on tourne. Et parfois, la réponse est tellement simple. Et il vaut mieux évacuer la question. Hein. Et voilà. Et c'est les questions qu'on n'a pas posées qui vont nous pourrir la vie, pas celles qu'on aura posées. Moi, alors on peut peut-être élargir un peu avec vous, Joshua. Qu'est-ce que, je dirais, vous avez un savoir aujourd'hui, mais je devine que vous avez envie encore de continuer à savoir, à apprendre. Qu'est-ce que vous avez encore à apprendre sur l'enfant, sur la relation parent-enfant? Qu'est-ce qui reste encore à explorer qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on en a encore pour des décennies, des siècles de recherche scientifique et médicale comme celle que vous faites? Je crois qu'en fait, moi d'abord, je connais très peu et de moins en moins. Et je pense que on connaît très très peu. D'un côté, je pense que les peuples divers ont des connaissances que j'ignore totalement et que mes propres expériences ne me permettraient pas de voir ou de comprendre facilement. Donc, il y a d'abord un désir de découvrir, d'apprendre auprès des peuples, des cultures qui pensent autrement, qui voient autrement, qui élèvent leurs enfants autrement. Comme par exemple, la théorie de l'attachement a été élaborée d'abord aux années 60 en Angleterre et avec le présupposé que tous les enfants étaient élevés dans des familles nucléaires, alors que ce n'a pas été le cas dans la plupart du monde à travers l'histoire. Donc, il y a d'autres façons d'être en relation, en famille étendue, que les théories qui proviennent de là. Mais aussi, au niveau du développement, je vais donner deux autres exemples de choses qui me fascinent pour l'instant. Du développement cognitif, que moi, je trouve on ne peut pas le séparer du développement émotionnel, puisque, comme j'ai dit, le développement est posé sur ces processus qui dépendent de la relation. Mais si on peut parler de développement cognitif, il y a des découvertes ou des théories sur comment l'enfant tout petit apprend et quels sont les réseaux neuronaux qui sont en place qui créent en fait un plan sur lequel le bébé peut aborder les données sur lesquelles il va tomber dans le monde. Ça c'est un champ très riche. Et par exemple, je donne juste un exemple, il y a des chercheurs sur le développement du langage à l'Université de Washington, Patricia Kuhl et Andrew Meltzoff, et c'est lui qui a découvert aux années 70 la capacité du nouveau-né d'imiter les expressions faciales. Mais leurs études sur le développement du langage dans les premiers mois de la vie démontrent qu'en fait, le cerveau du bébé est fait pour en fait cumuler
des expériences, d'agréger quelque part des expériences, comme les sons de syllabes ou de voyelles ou consonnes, liés à des contextes. J'entends un bœuf et je vois un biberon, j'entends un et je vois un chien. Et d'abord, je ne sais pas du tout ce que ces mots veulent dire, mais je cumule ces expériences qui sont contextualisées et en fait, je fais un calcul statistique de la probabilité que ça va être chien ou bœuf, ça va être biberon, et qu'en fait, le cerveau du tout petit est fait pour faire cette espèce d'analyse statistique des probabilités de correspondance entre son et vision. Donc, je crois qu'il y a tout un nouveau champ qui s'ouvre sur comment le cerveau est organisé dès la naissance et avant pour apprendre si rapidement des choses si complexes. Donc ça, c'est un champ. Et l'autre champ, comme exemple, puisque vous avez demandé, c'est le développement de l'émotion. Et il y a une chercheuse scientifique à l'université Northeastern à Boston, Lisa Feldman Barrett, qui a une vision constructiviste de l'émotion. Et jusqu'ici, on a cru que les émotions étaient universelles et que les expressions faciales des émotions étaient universelles. Et elle a vraiment gratté la surface de ses recherches pour voir qu'en fait, il y avait plein de présuppositions aveugles des chercheurs nord-américains ou européens qui n'ont pas vu que dans d'autres cultures, en fait, les questions qu'on leur posait dans nos recherches étaient comprises autrement et leurs observations étaient faussées par ce qu'ils n'ont pas vu, étant donné l'aveuglement qui vient du fait que on ne sait pas forcément ce qu'on ne sait pas. Et qu'en fait, les émotions et l'expression des émotions sont construits, c'est pour ça qu'on appelle ça un dialogue constructiviste, moment par moment, par tous les éléments du contexte. Et donc, les émotions, au niveau neurologique, vont engager des réseaux neuronaux différents pour qu'en fait, chaque moment d'une émotion est unique et n'est jamais identique à la dernière émotion qu'on appelle de la même façon ou qu'on croit être exprimée par la même expression faciale. Donc, et elle étudie aussi, donc elle étudie au niveau du comportement observable, mais aussi au niveau de l'imagerie du cerveau, mais aussi au niveau social. Et donc, elle a rassemblé un tas de recherches qui vont dans ce sens de théorie constructiviste de l'émotion et du développement de l'émotion pour voir quelles sont les implications sociales. Et je donnerai juste un exemple qui est très perturbant, c'est que aux États-Unis, les juges sont plus aptes à condamner pendant l'heure avant le déjeuner que pendant l'heure après. Parce qu'en fait, les réseaux neuronaux qui sont engagés d'un moment à un autre engagent les parties du cerveau qui sont en train d'enregistrer si on a faim, si le niveau de glucose se baisse et le reste de notre fonctionnement physique, que le cerveau est toujours en train de sentir et d'intégrer avec le reste des données que le cerveau remet ensemble pour en tirer des conclusions, pour en faire des sens. Donc, c'est juste des exemples de champs immenses, et puis il y a plein d'autres que je dois ignorer pour répondre à vos questions. Donc, voilà, c'était peut-être incompréhensible ce que j'ai raconté. Pas du tout, ça me fait presque penser dans les champs d'application et de recherche à une autre application, vous avez parlé des émotions, ça pourrait aussi s'appliquer sur les formes d'intelligence. On suivait le modèle de Gardner et les différentes intelligences. Et là, il y a un lien aussi qui est tout fait avec les différentes cultures, avec des développements qui sont complètement différents. Donc, ouais, on pourrait presque appliquer ça aussi, cette relation. Mais bon, là, on va trop loin. Là, c'est peut-être moi qui vais un peu n'importe où.
Vous vouliez rajouter peut-être quelque chose, docteur Fabre-Grenet? Non. On pourrait explorer encore. Oui, mais c'est vrai qu'en fait, il y a quand même... En fait, notre connaissance du bébé, du tout petit, elle est très 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 récente. Hein. La néonatologie, par exemple, s'intéresser aux nouveau-nés, ça date des années 60. Et du coup, on avance vite et on partait vraiment de présupposer ce que tu disais de la pâte à modeler. Hein, c'est que le nouveau-né est une pâte à modeler sur laquelle qu'on va éduquer. Or, c'est pas ça du tout. Le bébé, chaque petit bout d'homme est une personne, un individu avec son tempérament, avec son apport génétique, le milieu dans lequel il vit et tout, et qui est complètement unique. Et à chaque fois, c'est une histoire nouvelle. Et c'est ça aussi qui nous maintient, moi qui me maintient la passion, c'est à chaque fois je rencontre une autre personne, on s'enrichit les uns des autres. Et en fait, les neurosciences avancent aussi en même temps. C'est-à-dire que quand j'étais à Boston en 1988, on avait on avait tous les débuts des IRM, mais en fait, on avait surtout pour enregistrer l'activité cérébrale, c'était des électroencéphalogrammes avec plein d'électrodes et on regardait quel était l'endroit où ça s'activait pendant une fonction cognitive. Maintenant, on a des résonances magnétiques nucléaires, donc des IRM en fonction, et on voit les zones qui s'activent. En fait, tout va de plus en plus vite, et on a appris parce que en fait, il y a quand même eu les personnes qui s'occupent de bébés et au contact des parents et des bébés. Ouais, et du coup, en fait, on avait l'instinct de certaines choses, mais en fait, on n'avait pas les preuves scientifiques, sauf qu'aujourd'hui, on sait que les émotions, donc les neurotransmetteurs positifs, qui sont générés au cours d'émotions, comme une interaction réussie entre le bébé et son parent. Quand tu as un bébé qui est là, qui vous fait AE, et puis que vous lui répondez AE, et puis tout d'un coup, son regard s'éveille parce qu'il a émis un signal, et puis vous avez répondu à son signal, ou quand il a émis une demande, mais un peu au hasard, parce qu'au début, il tâtonne aussi, et qui voit qu'on a compris, et qu'on va répondre à son besoin, et qu'on va rentrer en relation, et tout d'un coup, il s'éclaire, et nous aussi, on s'éclaire, et c'est tellement gratifiant, mais c'est physiquement, on est tellement bien aussi, et ça, c'est des neurotransmetteurs, mais ces neurotransmetteurs, maintenant, on sait qu'ils vont activer certaines zones cérébrales qui vont favoriser la différenciation, les apprentissages, et donc toutes ces interactions réussies, toutes ces circonstances positives qui permettent aux parents et aux enfants de se sentir bien déjà ensemble et de tirer ce plaisir physique, cette joie et ce truc qui est tellement gratifiant, et bien en fait ça fait du bien au cerveau, ça aide les bébés à être plus intelligents. On sait que l'attention de l'adulte rend le bébé attentif, mais ça on l'a démontré, parce qu'il y a aussi, on pourrait très bien partir dans des théories fumeuses et qui ne reposent sur rien, mais si. Et donc c'est ça qui est aussi incroyable, c'est qu'en ce moment on a la confirmation de tout ce dont, enfin en tout cas dans les CAMS, on va faire waouh, mais on avait cette intuition là, c'est d'être là dès le début, de favoriser des interactions réussies, de mettre en place des conditions pour que ces interactions, que ces bébés poussent bien, avec des parents bien dans leur pompe, contents d'être parents, et ça a un effet sur le cerveau. C'est pas juste des visions abstraites, et c'est ça qui est fascinant, et on ne connaît que une partie infime des choses. Oserais-je dire, vive la science, mais vive les humains avec un grand H qui savent utiliser cette science pour verbaliser et pour appliquer au quotidien finalement ces connaissances. Exactement. Bon. Merci beaucoup Josua. Merci infiniment, docteur, d'avoir passé du temps pour nous et pour les visio-spectateurs qui vous regarderont, puisque cet entretien sera à retrouver ensuite grâce à la technologie, évidemment, sur les réseaux et sur les sites, notamment de l'ADPEP 36. Donc un grand merci à vous. Et donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. La salle vous applaudit, voilà, vous ne la voyez pas, mais... Bon, à bientôt. Au revoir. C'était un vrai plaisir et merci docteur Fabre-Grenet de nous avoir accompagnés dans cette belle aventure en tout cas et dans cette belle expérience. Merci à vous qui nous avez suivis.